Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, direction les montagnes de La Clusaz, entre alpage et station de ski. J'ai le plaisir de recevoir Mick, éleveur de vaches Abondance et Tarine et producteur de reblochons fermiers au lait cru. Installé depuis plus de 10 ans, il transforme chaque jour le lait de son troupeau directement à la ferme avant d'affiner ses fromages avec exigence et passion. Avec lui, j'ai découvert la possibilité d'avoir une double vie en plus du métier d'agriculteur. Incroyable mais vrai, Mick, comme beaucoup d'agriculteurs de la région, est pendant l'hiver éleveur et moniteur de ski. On a donc parlé avec Mick de cette double vie et de l'exigence qu'elle demande. Mais on a aussi échangé sur la cohabitation parfois complexe entre agriculture et tourisme et des grandes épreuves récentes auxquelles sont confrontés les éleveurs de la région. La prédation du loup, la crise sanitaire liée à la dermatose nodulaire contagieuse, la pression du changement climatique et les exigences du travail en lait cru. Comment concilier tradition et adaptation permanente, c'est ce que nous allons découvrir avec Mick. Bonne écoute! Bonjour Mick. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Là, on se trouve à la fabrication du reblochon fermier sur une exploitation de 50 vaches en alpage laitier, autour avec à peu près 60 hectares. Donc nous, on est en vache laitière, on a 2 races de vaches, Abondance Tarine. On fait du reblochon 2 fois par jour, du coup, avec l'AOP. Puis quoi dire de plus ? T'inquiète pas, on va parler du reste. Déjà, j'aurais prononcé spontanément ton prénom Mike. Mick, ça vient de Savoie ou c'est tes parents qui ont décidé que ça allait se prononcer à la française ? Non, c'est plutôt mes parents à la française. Ils sont bien d'ici, donc du coup, ils voulaient original, mais bien français. Nickel. Bon, et alors, ça a été quoi le déclic pour toi de devenir éleveur ? Le déclic, en fait, au début, je pensais pas faire ce métier parce que je voyais mes parents, mon père travailler dur tous les jours, tôt le matin et tout. Et puis en fait, je suis un gros mangeur de reblochon. Du coup, quand tu es un gros mangeur de reblochon, soit tu l'achètes et puis tu n'as plus de sous, ou soit tu le fais et puis tu le manges. Donc en fait, c'était plus simple. Donc l'amour du produit, quoi. L'amour du produit, l'amour aussi de l'alpage. C'est un alpage familial depuis très longtemps, donc je suis attaché. Et puis l'amour des vaches quand même. Donc, métier passion. Après, quand tu es dedans, moi, il s'est passé un truc, c'est qu'à mes 20 ans, mon père, il était en arrêt. Il a eu une opération du dos, enfin, rien de très grave, mais du coup, j'ai dû le remplacer un coup, ça m'a mis dedans pour voir un peu si j'étais capable ou pas. Et finalement, en étant capable, j'ai bien aimé, donc c'était parti, je suis resté. T'as sauté dans le mode grand-père directement. C'est ça, ouais. Bon, et ton exploitation, tu nous en as un peu parlé, mais tu peux nous redire combien tu as de vaches, quelle race c'est aussi ? 50 vaches, race Abondance et Tarine. Donc Abondance, c'est la race locale du reblochon, on va dire. Les Tarines, c'est plus la race du Beaufort. Mais c'est en fait, nous, ce qui est important pour nous, c'est des vaches montagnardes qui sont très adaptées à notre alpage, parce qu'on a un alpage difficile, elle marche presque 1 heure par jour pour aller manger. Du coup, il faut que les pieds soient solides, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a ces races-là. Et puis après, elles font quand même du lait qui est riche en matière grasse et tout ça pour faire du reblochon. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, d'ailleurs, on n'a pas dit où est-ce qu'on se trouvait là actuellement dans l'intro, mais ça va nous l'amener, vous transformez à la ferme. Oui, on transforme à la ferme sur place. On ne transforme que notre lait 2 fois par jour, mais sur place tout le temps. Pour le reblochon fermier, c'est obligatoire. Après, le laitier, où eux, ils transforment qu'1 fois par jour et c'est pas sur place, c'est dans une fautière. Donc là, on est dans la salle de transfo. On est avec les reblochons de ce matin, qui ont été faits ce matin et qui sont dans la saumure ce soir pour laisser place à d'autres. Tu nous as parlé de fermier et de laitier, tu peux nous dire la différence ? La différence, c'est juste, fermier, c'est juste du lait d'un seul troupeau, fabriqué 2 fois par jour. Et le laitier, c'est plusieurs troupeaux collectés pour aller dans une fruitière et fabriqué dans une fautière. Donc toi, c'est du fermier. Tout le lait vient de ta ferme. Ouais, uniquement. Bon, écoute, j'aimerais bien parler de ton quotidien, etc. Est-ce que tu pourrais nous décrire la saisonnalité de ton exploitation entre l'hiver et l'été ? Alors, si j'attaque par l'été, on va faire trait de fabrication matin et soir, plus la journée, tout ce qu'il y a à faire dans les champs, entre les foins, les parcs, parce qu'on est en alpage. Donc il y a pas mal de boulot avec les bêtes et puis pour les bêtes, on va dire. Et puis l'hiver, les vaches sont dedans, donc il n'y a plus de parc, il n'y a plus rien dehors.
parce qu'il y a de la neige. Et du coup, on a toujours la traite et la fabrication. Mais en plus, moi, je vais faire un peu de ski. Ouais, parce que tu es moniteur. Je suis moniteur de ski de fond, ouais. Donc, j'ai l'avantage, la chance que la ferme soit à 300-400 mètres du plateau des Confins et du coup, du domaine skiable de ski de fond. Du coup, ça me permet de vivre deux passions. Ouais, et d'optimiser ton temps. D'ailleurs, tu viens de finir un cours de ski. Tu m'as donné rendez-vous à midi, juste après le cours de ski. Je me suis dit, mais il va jamais être là à midi. Mais c'est parce qu'en fait, tu as le plateau de ski juste vraiment à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment à 2 minutes. Rien. Donc, c'est l'avantage de pouvoir faire les deux. Mais c'est deux métiers peut-être physiques, mais par contre, c'est deux métiers passion où je m'éclate. Et puis, ça permet d'allier les deux. Ça permet aussi de pas que voir les vaches, voir un peu des gens et puis faire découvrir aussi aux gens. Mais explique-moi comment tu cales dans une journée de traite, de transfo et des cours de ski. Ça ressemble à quoi ta journée pendant les saisons d'hiver ? La journée, le matin, on va attaquer vers 5h30, 6h. On fait la traite. Après, on enchaîne tout de suite la fabrication. Et à 10h, je dois être sur les skis. Donc à 10h, j'attaque mes cours. Et quand je fais les grosses journées, on va dire, ça fait jusqu'à 4h30, 16h30, le ski. Et après, j'enchaîne à 16h30, retour aux fermes, traite, fabrication jusqu'à 8h30, 9h quand ça va mal. Mais après, c'est la passion. Et après, je ne suis pas tout seul. Sur les skis, oui, mais sur la ferme, il y a salariés où il y a mon père encore qui m'aide beaucoup. Donc sinon, tout seul, ça ne pourrait pas faire. Oui, parce que là, déjà, tu es un mutant quand même de tout faire. Tu dois bien dormir le soir quand même. J'ai pas besoin de berceuse, non. Pas de somnifère, toi, bim. Non, après c'est la passion. Après, c'est physique. Mais quand on est dedans, après, ça va. Aujourd'hui, ça sera la minute économie du podcast, mais financièrement, tu as besoin de ce métier de moniteur de ski en plus du reblochon, ou c'est vraiment du plus pour toi et aujourd'hui, les producteurs de reblochon seuls, ils en vivent bien ? On va dire que depuis quand je me suis installé un petit peu, parce que tu as des projets, puis en fait la ferme, elle roule, la ferme, c'est pas le problème, mais c'est que quand tu as une crise un peu dans la ferme où ton produit il va pécloter un petit peu et tu vas le vendre un peu moins cher, et des fois tu es content d'avoir un petit salaire qui arrive à côté. Et après, quand ça roule, là on n'a pas trop se plaindre, ça roule quand même pas mal. Du coup, c'est un plus, quoi. Mais quand tu veux investir, on est à la Clusa. Si tu veux t'acheter une maison ou faire quelque chose, ouais. L'argent, tu n'en as jamais de trop. Je viens de croire. Oui, et puis c'est dans la logique de diversification des exploitations. Aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs, alors généralement, ils restent en diversification agricole en faisant d'autres ateliers, mais ça reste d'anticiper, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais, après, chez nous, je ne suis pas tout seul. Il y en a beaucoup qui sont double actifs comme moi, qui font du ski alpin ou ski de fond, et qui sont agriculteurs, parce que en fait, ça s'y prête bien à la journée. Alors des fois, il y en a, ils sont moniteurs, ou il y en a qui sont aux remontées mécaniques. Il y a le monde du ski, mais ça peut faire de la double activité. Donc les agriculteurs font tourner les stations de ski. Et ouais, il y en a quand même beaucoup qui font les deux. Puis quand on a skié, quand on était jeune et tout, on a un niveau de ski qui est normalement assez correct. On peut se permettre après, au lieu de s'en servir, quoi, tant qu'à faire. Ça t'est déjà arrivé de devoir arrêter des cours de ski à cause d'aléas sur l'exploitation, ou de te rendre compte des fois de te dire putain, les deux, c'est quand même compliqué là de tout faire ? Alors, quand j'ai vraiment pas le choix, en fait, en ski, on n'est pas tout seul, il y a beaucoup de moniteurs, enfin, on est nombreux. Donc ça m'est déjà arrivé pour la ferme que je laisse des cours, que je demande à mon directeur de donner les cours qui étaient prévus pour moi à d'autres. Ouais. Parce que j'ai une urgence, un vélage. Souvent, c'est un vélage que l'urgence. Donc, vélage, j'arrive. Ouais, là, et quand on est un petit peu coincé ou quoi, ou quand, généralement, d'abord, ce qui se passe, c'est que j'appelle mon père. C'est lui qui intervient. S'il ne peut pas, qu'il n'est pas là ou quoi, je me débrouille pour arriver. Et, bon, après, c'est à 2 pas. Donc, oui. Comme on est à côté, et tu skis vite. C'est facile. Retour maison. Ouais, c'est ça. Retour maison rapide. Et puis après, des fois, on retourne en cours. Est-ce que, comme il y a plein d'éleveurs qui ont des caméras dans l'étable, est-ce que sur la piste de ski, tu es en train de regarder ton téléphone pour regarder quand la vache va véler ? Non, moi, j'ai pas la caméra encore. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'éleveurs comme ça, et c'est vrai que c'est un bon moyen. Ça peut, des fois, peut-être être pas mal. Bon, et ça, c'est pour l'hiver.
Et ensuite, à quel moment tu montes les vaches en alpage? Enfin, est-ce qu'il y a un stade intermédiaire où tu les sors ici avant de les monter? Tu peux nous raconter? Bah, en fait, au printemps, le ski se termine généralement début avril par là. Donc le mois d'avril, c'est le temps où on essaye de prendre une semaine de vacances quand Où même. tu décompresses? Et on récupère. Et Ouais. après, on va monter en alpage vers autour du 20 mai en fait. Donc début mai au 20 mai, elles vont sortir un peu autour de la ferme du bas d'hiver pour se faire un peu les pattes. Et après, Donc ici, c'est ça que ouais, tu appelles la ici, ferme d'hiver? ouais. Ok. Et puis après, elles vont monter 20 mai jusqu'au 10 octobre à peu près. Est-ce que c'est la période que tu préfères ou pas forcément? Et j'ai pas de période que je préfère en fait. C'est le côté saisonnier que je préfère. Parce que, comme je dis à tous ceux qui me connaissent, moi l'hiver j'aime bien les gens. L'été j'aime plus les gens. Parce qu'en fait, l'hiver je suis content de retrouver mes skieurs et tout ça et de sortir un peu de mon train-train quotidien. Et puis l'été, je suis content d'aller me cacher dans mon alpage au soleil avec mon chien, mes vaches et qu'on m'embête plus. Donc en fait, ouais, c'est le côté où c'est plus monotone en fait. Mais j'aime bien les deux saisons. Quand j'ai fini la saison d'hiver, je suis content d'avoir l'été et à la fin de l'été, je me dis tiens, je vais aller faire du ski et c'est parti. Et est-ce que tu te sens toujours caché dans les alpages? Parce qu'il y a de plus en plus de randonneurs, les activités de montagne elles se sont beaucoup développées. Comment tu perçois tout ça? Alors caché, non, je suis plus caché. Je suis caché quand il fait mauvais. Non, ouais, maintenant avec le vélo électrique aussi, hein. Le vélo électrique, tout le monde peut y arriver maintenant. Puis, on va dire que le monde, depuis le Covid, un peu, on a beaucoup, beaucoup de monde qui arrive l'été. Donc, on va pas se plaindre, on en a besoin du tourisme estival, comme l'hiver. Sauf que les gens, l'été, ils comprennent pas que c'est pas comme l'hiver. L'hiver, tout le domaine, tu peux aller partout comme tu veux. L'été, bah, tu suis le chemin parce que l'herbe, on en a besoin. Nous, on a des réflexions de à quoi vous sert l'herbe. Donc c'est compliqué derrière pour leur expliquer que si t'as pas d'herbe, t'as pas de vache, t'as pas de reblochon. Donc après, bah ça oui, c'est pour ça que je dis aux gens, enfin mes proches, que j'aime pas les gens. C'est qu'en fait, des fois, on se bat un peu pour faire respecter tout ça, quoi. Oui, vous avez besoin du tourisme, mais il faut que ça soit peut-être mieux cadré, organisé pour que chacun ait bien sa place à empiéter sur celle de l'autre. Bah là, ça fait quand même 4-5 ans qu'on n'a jamais mis autant de panneaux, mais je sais pas s'ils les lisent en fait. C'est agaçant. C'est un vrai problème aujourd'hui pour vous, les éleveurs, ici en alpage? Bah, ça commence à être vraiment un problème, ouais. Ça commence, en fait, ça nous pèse. C'est mentalement des fois dur parce que en fait, on a l'impression qu'ils s'en foutent, qu'ils respectent pas notre cadre de vie en fait. Ils voudraient que ce soit beau, mais ils veulent pas le respecter, donc à un moment donné, ça marche pas quoi. Et même là, l'hiver, t'es pas embêté parce que quand même, on est arrivé et je dis, bah, c'est pas possible que son ferme elle soit là. En fait, pour les auditeurs, il y a 2 hôtels. On prend le chemin entre les 2 hôtels et ta ferme, elle est derrière et tes vaches sont vraiment là. Mais t'as pas de galère parce qu'on est arrivé. Par contre, on est sorti de la voiture, on a dit ah si c'est bon, c'est là parce qu'on sent les vaches. T'as pas de problème même l'hiver là de te retrouver aussi imbriqué dans la vie touristique? Si, on avait bah, des problèmes, ça va. L'hiver, en fait, les vaches, elles bougent pas trop, elles sortent pas. Ça arrive qu'il y en ait une qui se balade. Mais généralement, elles prend le soleil, elles rentrent. Mais après, avant, on a eu des problèmes avec les hôtels parce qu'ils ne comprenaient pas. Quand on avait un taureau, on faisait les saillies dehors. Et ça, c'était compliqué. Les gens ne comprenaient pas que bah, le taureau, il est dangereux et que nous, il faut qu'on soit des fois un peu ferme. Mais à part ça, ça, c'était en fait de leur fenêtre, ils ne comprenaient pas. Après, non, parce que les gens, on n'a pas trop de problèmes l'hiver parce que les gens ne se rendent pas compte en fait. La plupart des gens ne voient même pas qu'il y a des vaches là. Oui, non, mais elles sont vraiment cachées. Elles sont dans le bâtiment. L'odeur, quand on va sortir un peu de lisier, oui, ça va sentir. Donc là, ils vont se rendre compte qu'il y a du monde. Mais sinon, en fait, ça se voit tellement pas. Il n'y a que le chien, en fait. Lui, il aboie. Et lui, il est là. Il montre qu'il y a bien la ferme. Ouais, tu passes inaperçu dans tout ce flot touristique, quoi. C'était comme ça avant déjà? Ça a toujours été, ouais, ça, à peu près. Les hôtels, ils datent des années 70. Donc, ça fait déjà longtemps qu'ils sont là. Et donc, ça s'est adapté. Mais avant, en fait, à l'époque, dans les hôtels, il y avait des gens qui avaient aussi des parents proches dans des fermes. Que maintenant, on a des touristes qui ont plus du tout de ferme autour de chez eux, enfin dans leur quotidien. Ils pensent connaître, mais ils connaissent rien du tout.
Et là, c'est plus compliqué. Après, ça peut être une chance pour la vente directe aussi, parce que pour le coup, tu as tout le monde devant. Ouais, bah, la vente directe, oui, ça, l'hiver, nous, on vend encore assez bien en direct. Alors nous, la principale vente, c'est quand même les grossistes, parce qu'ils sont là toute l'année, alors que les hôtels, ils sont ouverts que l'hiver et l'été. Alors l'été, on n'est pas là, nous. C'est l'avantage aussi d'avoir l'alpage, c'est que quand les hôtels sont fermés, ben, on lâche les vaches autour de la ferme. Et quand ils sont ouverts l'été et qu'il y a du monde et tout, et ben nous, on s'en va. On est en alpage. Donc on n'a pas le problème, par exemple, un peu de bouse dans la cour ou des trucs comme ça, ou le tracteur. On est beaucoup moins là. On vient faire les foins, mais les foins, c'est pas pareil. Oui, tout ça est vraiment complémentaire, mine de rien, au final. Bah, ça se goupille bien. Ouais. Puis l'hiver, bah, en fait, comme ça bouge pas, il n'y a pas gros problème pour les hôtels, en fait. Et tu parlais des alpages, j'y reviens là, mais il y a aussi une menace dont on entend beaucoup parler, c'est le loup. Aujourd'hui, est-ce que vous, ici, vous êtes embêtés par la prédation? Alors, loup, ouais, bah, nous, ça arrive quand même. On a déjà eu des attaques sur des veaux nouveau-nés, on va dire. On a même sur des vaches, des courses, on a déjà eu, mais ça n'a pas été. Enfin, ils n'y ont pas prouvé, on va dire. Nous, on le sait. Mais après, nous, le loup, on va dire qu'il impacte plus à l'automne. Et on a une plus grosse impact à l'automne parce que l'automne, la chaîne des Aravis se vide de leurs moutons. Et du coup, les loups seraient plus virulents, on va dire, à cette époque-là sur les vaches. Mais après l'été, bah, on le voit, ouais, ça arrive que les vaches, elles soient un peu courues. Mais il y a toujours une vache qui arrivera à être un peu mauvaise et à se défendre un peu, du coup. Et nous, elles ont les cornes, donc ça doit peut-être un peu ralentir. Et comme il y a les moutons pas loin, et bah, ils vont taper sur du mouton. Et... Donc nous, on sait qu'il est là, on sait qu'il est présent, et puis qu'il est... Enfin, une vache isolée ou une vache qui va faire son veau, on fait vraiment gaffe de plus les faire véler dehors. On essaie d'être, ouais, qu'ils s'avèlent dedans ou qu'on les rende vite. Mais du coup, tu as un hangar en haut pour les faire véler? Ah, mais j'ai tout, le chalet, il y a une étable, il y a tout. Donc en fait, elle rentre au bâtiment et on est tranquille. Oui, ça te permet aussi de bien protéger le troupeau, parce que je sais qu'il y a des éleveurs de brebis, pour le coup, qui ont juste un refuge et qui n'ont rien pour abriter les animaux. Donc là, c'est plus compliqué de protéger contre le loup. Ouais, et puis le loup sur les brebis, il a vachement plus facile à faire, quoi. Sur des vaches, il va attaquer les veaux, mais les vaches, ouais, c'est plus dur. Tout que nous, elles ont les cloches, alors ouais, ils peuvent aller moins au cou. Et ça fait combien de temps que tu es éleveur? Moi, je me suis installé en 2014, donc il y a plus de 10 ans, et j'ai attaqué, ouais, ça fait 18 ans que je suis sur la ferme, en fait. En 18 ans, est-ce qu'au niveau du changement climatique, ça a impacté des pratiques chez vous, notamment sur l'alpage, sur la descente des vaches, sur tout ça? Bah, ouais, oui et non, parce que t'as des étés, on va dire, un peu plus secs, un peu plus longs et plus secs. Mais au printemps, à l'automne, on va être à peu près aux mêmes dates. Parce que ça va pas forcément démarrer plus vite comme il y a de l'altitude. Là-haut, on est à 1006. Mais l'été, ouais, on a des périodes peut-être plus secs et du coup, on va avoir plus de moustiques un peu. Moustique qui en ce moment est... C'est un peu problématique. C'est l'occasion d'en parler avec la DNC, la dermatose. Vous avez été les premiers touchés en Savoie. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, les éleveurs d'ici? Alors nous, on a été touchés, mais enfin pas, on était dans les zones en fait, donc pas touchés directement. Moi, j'ai un copain qui était vraiment dans la zone touchée où il a perdu des bêtes. C'était encore un autre level, on va dire. Mais nous, on était dans la zone de restriction, en fait, ou zone vaccinale maintenant. À vol d'oiseau, on était à moins de 20 km des premiers cas où ils ont dû tout abattre. Donc, oui, clairement, moi, il y a 15 jours où j'ai pas bien dormi, quoi. Pendant 15 jours, 3 semaines, tant que le vaccin agisse, on était vraiment pas bien. Mais on prenait nos mesures, on a traité les vaches contre les mouches, les tiques et tout ça. Avec quoi? Un produit que les vétérinaires nous donnaient en fait, qu'on mettait sur le dos, on étalait sur le dos et puis on essayait de le faire comme ils préconisaient régulièrement pour limiter on va dire. Mais bon, il suffit d'une piqûre donc c'est pas grand chose. Et en plus on était dans une période assez chaude donc compliquée. Mais après on limite, on déplaçait plus les bêtes, on faisait plus rien. Mais... Elles étaient en alpage à ce moment-là? Ouais, elles étaient en alpage. Donc l'avantage, c'est qu'en alpage, ceux qui ont des alpages qui sont proches, eux, c'était plus compliqué. Nous, on a l'avantage d'être tout seul sur notre montagne. Donc on avait moins de chance quand même. Mais même si, en fait, ce que les gens n'arrivent pas forcément à comprendre, c'est que
C'est que nos vaches, c'est un peu comme notre chien. On y passe tellement de temps avec. Des vieilles vaches qui auront une dizaine d'années, on a une histoire avec. Donc se dire qu'il fallait tout abattre, c'était très compliqué. Et puis, en plus de l'attachement, il y a la valeur génétique du troupeau aussi, où c'est des générations de transmission pour peut-être améliorer la lactation, le taux de matière grasse, le fait que les vaches soient faciles à manipuler aussi. Donc, ça, c'est aussi le risque de perdre tout ça. Bah nous, comme on a un alpage qui est assez difficile, moi, les vaches, comme elles marchent longtemps, tous les jours avec moi, en fait, elles traversent des bois, des forêts et tout ça, et je mets pas un fil, je mets rien. En fait, les jeunes bêtes qui arrivent, elles se font former par les vieilles. Donc, en fait, quand on réfléchit, on se dit, mais si j'abats tout demain et que je recommence, déjà, j'aurais pas des vaches comme moi j'ai envie dans mon exploit, c'est-à-dire peut-être un peu plus costaud des pattes parce qu'elles marchent beaucoup, peut-être plus trapues. Enfin, on dit que le troupeau est à l'image de l'agriculteur, donc on fait un peu comme on a envie, quoi. Nous, elles se gèrent, en fait, les vieilles vaches, moi elles me suivent, je les appelle, elles viennent. On n'a pas forcément un chien qui rassemble tout le temps comme ils auraient avec les moutons. Du coup, si on abattait tout et qu'on recommence avec un nouveau troupeau et qu'ils connaissent personne, pas l'alpage, eh ben, ça aurait été vraiment, vraiment difficile. Parce qu'il aurait fallu peut-être mettre des fils partout et ainsi de suite, et compliqué, quoi. Et ça, même l'attachement, la valeur génétique et la qualité de travail, eh ben, on allait perdre vraiment, vraiment gros. Et tu vois, vu de l'extérieur, ça a donné le sentiment que ça avait été plutôt très bien géré ici, qu'en tout cas tout le monde s'est mis en ordre de marche et qu'il y a une solidarité. Est-ce que ça a été le cas, toi qui l'as vécu de l'intérieur? Alors ouais, parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de trucs, et moi on va dire que cet été, pour moi ça a été bien géré parce qu'il n'y a pas le choix. Enfin, il y a un moment donné, abattre c'est très très dur pour l'exploit. Je pense qu'il y en a qui ont vraiment mal vécu. Mais par contre, abattre, c'était aussi protéger les autres. Donc c'était important. Après, nous, quand on a commencé la phase vaccinale, on va dire, et nous, on a eu une grande solidarité. Sur la commune, par exemple, et ils ont fait 1000 vaches de la journée. C'est-à-dire que les agriculteurs se sont aidés pour que ce soit efficace, qu'on ne perde pas de temps, que le vétérinaire ne perde pas de temps et qu'on ne fasse pas n'importe quoi non plus. C'est-à-dire qu'il y avait des bétaillères qui tournaient. Entre chaque groupe de vaches, elles allaient se faire nettoyer. Elles allaient se faire nettoyer, désinfecter. Elles revenaient pour un autre troupeau. Les autres, elles étaient enfermées dans les étables, comme ça, prêtes à être vaccinées. Enfin, tout a été... il y avait beaucoup d'aide. Et même la mairie nous a payé le casse-croûte à midi avec les vétérinaires et tout ça pour que ça avance. Je veux dire, ils n'étaient pas obligés non plus. Mais il y avait une belle solidarité et c'était du coup très efficace. Et ils ont fait pareil sur les communes à côté aussi. C'est un peu plus le bazar chez moi dans le sud-ouest. Il y a beaucoup de manifestations, il y a des éleveurs qui sont en train de douter de la politique sanitaire qui est mise en place, de l'abattage total et tout ça. Toi, comment tu perçois ça en tant que Savoyard qui a vécu ça de l'intérieur il y a quelques mois? Ouais, après ça, c'est compliqué. Ils devraient faire comme nous, j'ai envie de dire, mais on n'est pas dans la même période. C'est ça que j'arrive pas forcément à comprendre, ou que j'ai peut-être pas tous les éléments. C'est que là, on est en période hivernale, on a les jours courts et tout ça, et j'ai du mal à comprendre que les mouches, les piqueuses, enfin tout ce qui est piquant est encore en vie. Parce qu'à cette époque, normalement, la vermine, on n'en a plus. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est aussi violent que ça marche encore maintenant, que ça veut dire que ça va revenir chez nous pareil, quoi. On est l'hiver, normalement, l'hiver, c'est plus calme. Et après, la crise, comment elle est gérée, je comprends que les éleveurs, mentalement, c'est dur. Toi, je touche du bois, mais si ça devait t'arriver, tu te poserais pas la question, tu ferais ce qu'on te demande et... après, il n'y a pas vraiment le choix, en vrai. Oui, en fait, ouais, t'as pas le choix. Même ceux qui ont résisté, ils ont résisté qu'un jour et puis ils ont abattu. Mais en fait, je trouve que c'est difficile de... Tu vois, abattre des vaches malades, ça m'est déjà arrivé. Quand t'as pas le choix... tu vois qu'elles souffrent, donc c'est pas un problème. C'est dur, mais c'est pas un problème. Mais abattre des vaches en bonne santé, je comprends que ce soit très très dur. Oui, parce que tu as toujours l'espoir de te dire que peut-être tu as une partie du troupeau qui n'est pas contaminée. Après, parce qu'en fait, elles incubent, mais tu ne peux pas le savoir. Mais après, là, je n'ai pas tous les éléments, mais je ne sais pas si elles ne sont pas encore vaccinées, je crois. Oui, en tout cas, dans les Landes, ils ont commencé ce week-end, il y a 2 jours, là. Donc, c'est très récent. Voilà. Il va encore falloir qu'on attende 3 semaines. Mais après, c'est des vaches vaccinées. S'ils continuent à abattre des vaches vaccinées,
Ça, j'ai plus de mal à comprendre. Peut-être que c'est obligatoire et tout. Enfin, je sais pas, mais dans ces cas-là, ouais, on vaccine, mais on sait plus pourquoi. Du coup, après, si t'as les vaches qu'ils abattent quand même quand on est une malade. Normalement, tu devrais avoir une partie pour moi qui résiste. Enfin, c'est une crise compliquée. Oui, c'est sûr. J'aimerais pas être à la place ni des éleveurs ni du gouvernement parce que j'avoue que c'est drôle pour personne. Et je sais pas quand c'est qu'on diffusera cet épisode parce que je les enregistre toujours 3 mois avant, donc à tout moment il va sortir au mois de mars ou avril, mais j'espère qu'on sera sorti de tout ça et qu'on y verra plus clair en tout cas. Et je voulais quand même parler du reblochon parce qu'on en a pas du tout parlé. Tu le fais 2 fois par jour. C'est quoi les étapes de transformation? Tu peux nous raconter? Alors transformation, déjà, quand tu as tout ton lait qui est arrivé, on va le mettre caillé, donc on va mettre de la présure. Et quand il va cailler nous il caille une demi-heure, on va dire, ça te fait un gros yaourt qu'on va trancher à l'aide d'un tranche-caillé. Après, on va le trancher jusqu'à ce que ce soit un petit blé, enfin une taille de blé, on va dire. Alors, on va le laisser reposer, on va le travailler à notre goût, on va dire, en le brassant et tout ça. Et après, on va le mouler, donc on va le mouler dans une toile. On va mettre une toile sur nos moules. On le moule, on met la pastille. Là, nous, les pastilles ont été mises ce matin. Hein. Ah ouais. Voilà. Verte, parce que c'est fermier. Voilà, c'est exactement ça, c'est vert. Et du coup, avec l'aide de la pastille, en fait, on peut voir où a été fabriqué le fromage. Le reblochon, là, nous, on a le numéro 242 sur les plaques. C'est notre atelier de fabrication. Donc du coup, quand on a mis la pastille, on les retourne. On va les laisser reposer 1 heure de temps dans la toile. Et au bout d'une heure, on retourne encore, on enlève la toile. On va les laisser la journée comme ça, dans les moules, pour qu'ils finissent de s'égoutter. Et après, ils vont aller passer en saumure. Ils vont à la mer. Faire leur petit bain. Voilà. Et après, on va les retourner tous les jours, après pendant au moins 15 jours pour l'affinage. Donc entre le séchoir, après au bout d'une semaine, ils vont être lavés. Après, ils vont partir en cave, et en cave, ils vont rester au moins une dizaine de jours. Toi, tu affines tout ici ou tu délègues l'affinage? Non, j'affine tout. J'attaque l'affinage pour tout. En fait, ils vont tous en cave, et il y en a qui partent plus vite pour les grossistes, et après, pour le reste, on garde. Les grossistes, c'est par exemple Chabert que voilà. t'appelles? Ok, très bien. Chabert, pour moi, c'est on passe le bonjour à Anthony, mais parce que je les ai interviewés dans le cadre d'un autre projet. Donc c'est ça que tu appelles, c'est des fruitières qui viennent récupérer le fromage, qui terminent l'affinage et qui le vendent après. Alors nous, on va le livrer. Toi, tu le livres. On va au marché. Ah oui, auquel j'ai eu la chance d'assister. Vous avez essayé de me saouler avec du génépi. J'ai résisté. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est ça. Ouais. On va au marché comme ça. Ça fait aussi l'occasion de se voir entre nous, de prendre, si on a besoin de matos, en fait, ou de choses pour la fabrication ou pour la ferme. Et puis en même temps, on peut discuter. S'il y en a qui ont des problèmes, des fois, ça nous arrive d'en discuter. On voit aussi notre grossiste. De temps en temps, c'est soit un employé qui vient chercher les fromages, mais de temps en temps, le chef est là pour voir un peu ses producteurs et puis discuter de choses et d'autres. Et puis, bien sûr, de partager un petit verre. Parce que qu'on comprenne bien, c'est un marché du reblochon entre les producteurs et les grossistes, comme tu dis. Donc toi, tu viens amener ton reblochon comme plein de producteurs. En fait, tu as un marché lambda, on va dire, avec les fruits et légumes, enfin tout ce qu'il y a sur un marché de village, on va dire. Mais en plus, c'est un marché à reblochon, c'est-à-dire que tu as tous les grossistes, ou pratiquement tous les grossistes qui existent en reblochon, on va dire, et qui amènent avec leur camion, et chaque producteur va donner à son grossiste, et ça fait c'est convivial, et c'est un point de ralliement en fait. Ouais, c'est chouette, c'est une tradition de longue date en plus, je crois. Ah oui, celui-là il est très très long, et avant il y en avait un dans à peu près tous les villages, et maintenant le Grand Bornand il reste le seul et unique. Et comme diraient les anciens, il ne faut pas le lâcher. Ouais, parce que comme tu dis, ça permet d'échanger sur vos problématiques, de vous voir. Et puis aussi, j'imagine, aux grossistes de ne pas avoir besoin de faire le dernier kilomètre en camion pour aller dans chaque ferme récupérer les fromages. Lui, par exemple, là, tu parles de Chabert. Chabert, il va peut-être reprendre une dizaine de producteurs différents qui sont entre Grand Bornand, La Clusaz, Petit Bornand. Il y a quand même 4-5 communes autour, voire même Manico. Et en fait, au lieu de faire des bornes et puis perdre du temps, c'est un point de ralliement. Les producteurs se voient ensemble, lui il voit tout le monde, et il repart avec son camion plein et terminé, quoi. Il gagne du temps. Nous, de toute façon, il faut aller faire des fois des courses ou des trucs comme ça, donc on en profite et puis on se voit.
Quand j'étais venue en juin, il m'avait raconté aussi que les camions des grossistes, à l'époque, enfin c'était même pas des camions d'ailleurs, c'était peut-être des charrettes, j'en sais rien, mais ils restaient en bas à mi-pente et comme ça ils récupéraient les fromages des éleveurs avant que ça arrive au marché. Ouais, bah ouais, parce qu'avant, il y a eu une période où le reblochon était tellement. Il y avait peu de reblochon et tellement de demandes que du coup, les grossistes, ils se battaient entre eux et ils essayaient de choper les producteurs avant qu'ils arrivent sur la place. Mais bon, ça a changé. Puis maintenant, bon, on a un peu de fidélité avec nos grossistes Oui. aussi. Tu travailles en lait cru. Ouais. C'est quelque chose qui est exigeant au quotidien, ça se passe Très, bien. très exigeant. Oui. Ouais, le moindre petit problème, ça peut faire merder les reblochons. Enfin, c'est vraiment très, très exigeant. Enfin, les grossistes ont surtout des contraintes pour revendre. Donc, il faut qu'ils aient des analyses qui soient clean. Et donc, du coup, nous, on doit être clean. Donc, les vaches, à la base, doivent être clean, leur lait. Et après, les fabrications, les ateliers aussi. Parce que le moindre... on peut avoir des analyses qui sont limites, et pourtant, le reblochon est très bon. Mais en fait, pour eux, pas prendre de risques, pour le consommateur, ils n'ont pas le choix que ce soit clean. Enfin, ça arrive, une vache qui a eu du mauvais lait un jour, et elle peut faire déconner. Et là, Ouais, tout le lait de la traite du jour. voilà, la traite est... Donc nous, on a intérêt à connaître nos vaches et à surveiller de près ce qui se passe. Mais bon, comme on est tout le temps avec nos vaches, on les connaît quand même par cœur, donc on arrive à détecter quand même assez vite le problème. Oui. Oui, parce que c'est le stress quand on vient de te dire que les analyses ne sont pas bonnes et que faut trouver d'où ça vient. J'imagine qu'il y a une petite heure de... Quand ils nous appellent, on voit le numéro, on fait « c'est pas bon ». Bon, après, de temps en temps, c'est bon, mais non, ouais, on dit, il y a peut-être, alors, c'est souvent des fois de la suspicion, c'est pas souvent que ça arrive. C'est de la précaution. C'est de la précaution, ils disent, tu les mets de côté, puis on voit. Et là, quand ils recherchent approfondi, généralement, ça passe, ça va, en fait. Mais de temps en temps, ça merde, et puis là, il n'y a pas le choix, on n'a pas le choix, il faut réagir. Donc là, on cherche. Moi, alors plus on a de l'expérience, et moi, j'ai de la chance d'avoir mon père qui a quand même une grosse expérience. Et du coup, quand on cherche, après, on commence à vite trouver rapidement d'où ça vient. Et le problème, c'est que tu peux avoir plusieurs causes. Ah oui, et là, c'est plus compliqué. Voilà. Et ça vous est déjà arrivé sur l'exploitation d'avoir vraiment une grosse cointe ? Ouais, ça nous est arrivé. Quand je me suis un peu installé au début, il y a 15 ans, à peu près une quinzaine d'années, on a eu un gros problème avec des staphs en fait sur les vaches. Et en fait, c'était staphylocoque, ouais. Et en fait, le problème qu'il y a eu quand on a pu trouver ce que c'était que les vaches étaient allergiques à un produit qu'on leur mettait sur les trayons pour les protéger à la base. Et en fait, au lieu de les protéger, ça les infectait, elles faisaient des boutons et ça faisait du staph et ça rentrait dans les mamelles et ça faisait du coup du lait pourri. Et ainsi de suite, et ça venait sur les reblochons. Mais le temps qu'on comprenne que les reblochons étaient mauvais à cause de ça, et après que ça venait des vaches, et pourquoi ça venait des vaches, et remonter à ce produit qu'elles étaient juste allergiques à ça, et ça nous a pris un peu de temps, et il y a des vaches qui ont été foutues, du coup, et du coup, ça a été, niveau économique, c'était compliqué, niveau mental, c'était compliqué, et puis avec les grossistes, on travaille main dans la main, parce qu'ils savent que c'est pas tout de notre faute, mais du coup, c'était pas... C'est pas des périodes très agréables. Ouais, pas confortable. Puis des fois aussi, il y a d'autres problèmes. Récemment, on n'est pas les seuls, mais on a des problèmes avec l'eau potable des communes, en fait, parce que l'eau, elle est potable, mais elle n'est pas fromageable. Et en fait, on a ce qu'on appelle des pseudos dans l'eau. Et il faut qu'on les traite avant la fabrication parce qu'elles contaminent les reblochons. Alors c'est pas gênant pour la consommation du fromage, ça c'est pas du tout gênant. Mais par contre sur la beauté du fromage, le fromage s'affine pas bien en fait. Ah ouais, l'eau que tu utilises pour la transfo. Ouais. Donc du coup, on est obligé de la traiter en fait. Alors qu'on peut la boire, hein. Ça gêne pas pour la boire, et le fromage on peut le manger, et il a aucune incidence, mais en fait, il s'affine mal. Il a des problèmes pour s'affiner, en fait. Mais bon, ça, des problèmes, il y en a tant que tu veux. Et justement, tu t'es jamais dit vas-y, j'en ai marre du lait cru, je fais du lait pasteurisé et d'autres fromages et ça sera plus simple ? Ça, quand t'es en crise, tu peux te le dire. Mais moi, j'aime trop le reblochon. Qui va faire du reblochon sinon ? Donc, comme j'aime trop le reblochon, je suis obligé d'en faire, il n'y a pas le choix. Mais après, il y en a qui le disent, on ne sait pas le lait cru, on ne sait pas jusqu'où ça ira, parce qu'il y a tout le temps des trucs un peu en plus, ils vont chercher, plus tu cherches, plus tu trouves. Eh oui. Puis j'en discutais avec Anthony aussi ce week-end, mais c'est que
les gens sont aussi de plus en plus fragiles parce qu'on a beaucoup aseptisé notre alimentation. Donc les bactéries qui sont à la base de bonnes bactéries dans le lait cru, peut-être qu'on les supporte de moins en moins aussi éventuellement. Tu dis ça sur les gens, mais même nous, dans les ateliers de fabrication, le nettoyage est important, mais plus tu vas désinfecter et tout ça, moins les bonnes bactéries, elles se battent contre les mauvaises. Donc la mauvaise bactérie qui va arriver, elle prend le dessus et c'est fini. Donc faut trouver le juste milieu, et le juste milieu, des fois, il est très fragile. Bon, mais très bien, je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être éleveur et de produire du reblochon ? C'est quand les gens, en fait, ils apprécient le reblochon que j'ai fait, que j'ai produit, et ça me fait plaisir. Je vois que je travaille pas pour rien, et c'est toujours agréable, quoi. La deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour étaler notre science au prochain repas famille quand au dessert il y aura du reblochon à table ? De dire d'où vient le nom reblochon, de reblocher, c'est la retraite, la deuxième traite à l'époque pour faire le fromage. Et pourquoi ils faisaient une deuxième traite ? Parce que la première traite, en fait, c'était l'impôt, ils devaient la livrer à leur propriétaire, et ils retraisaient derrière pour faire du fromage pour eux, pour manger. Donc c'était rebloché, et du coup... ils cachaient le lait, quoi, en gros. Voilà, ils traisaient les vaches qu'à moitié pour montrer que l'impôt, qu'elles étaient à fond, et que eux, ils gardaient un peu... Ils trichaient, quoi. C'était des tricheurs. Le Savoyard est un filou. Ils ont bien fait, parce que le reblochon est bon. C'est clair. Et la dernière question, c'est aussi qu'on peut te contacter ou commander ton fromage Alors moi, le reblochon, le mien, il est à la ferme. Il faut venir à la ferme à la Clusa. Je ne l'expédie pas. Mais après, sinon, c'est dans mes grossistes comme Chabert, la Fautière Chabert, ils ont mes reblochons. Alors après, ils n'ont pas que les miens, mais les miens sont dedans. Super. Bon, merci beaucoup Mick pour tout ton temps dans cette journée qui est bien chargée parce que tu arrives d'un cours de ski, tu repars parce qu'évidemment tu es dans une association, tu dois monter le marché de Noël à côté, donc plus revenir faire la traite. Donc mille merci pour ton temps et pour ton partage. De rien, merci à toi. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersions à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.